Il y a de bonnes choses et des choses moins bonnes qui se transmettent dans les familles. Nous avons tous certainement entendu parler des choses du genre « Dans ma famille, personne ne se marie. Tous les garçons de cette famille sont des ratés. Les gens de telle famille aiment beaucoup les problèmes. » Dans l'enseignement d'aujourd'hui, je vais te parler de malédictions qui peuvent être dans ta famille. Je vais te montrer comment les identifier et à la fin, je terminerai en te donnant un rituel. Un rituel qu'utilisent des chamans pour que tu commences à te purifier et à nettoyer les malédictions qui planent dans ta lignée. Mais pour cela, tu dois d'abord comprendre ce qu'est une malédiction familiale. Il faut que les choses soient bien claires avant qu'on avance. On vient tous d'une famille, tous. Et chaque famille a son histoire propre. C'est pour cela qu'on dit que les familles, c'est des entités, mais entités systémiques. Et comme systémique veut dire système. Et comme tout système a un cycle d'évolution, un cycle évolutif, ce n'est pas par hasard, n'est-ce pas, que nous arrivons dans une famille. Ce n'est pas par hasard que ta peau est claire ou foncée, que ta famille est riche ou pauvre. Si tu es dans un pays dit du tiers-monde, tu n'es pas né là-bas par hasard, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui s'incarnent dans des familles qui sont, par exemple, dans la première puissance mondiale, ou dans un pays riche. D'autres naissent dans un pays où il y a la guerre, d'autres dans un pays où il y a la paix. Tout ça n'est pas un hasard, n'est-ce pas? Ce n'est pas non plus par hasard que certains arrivent. Dès qu'ils arrivent dans le monde, ils trouvent la famille a déjà une religion. C'est des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des brahmanes, des animistes, etc., etc. N'est-ce pas? Ce n'est pas non plus par hasard si ton système de croyance, par exemple, peut être machiste. Il y a des machos, on en parle. Des féministes, ça on voit, c'est un courant qui naît aujourd'hui. Des racistes même, des xénophobes. Et même lorsqu'il n'y a pas de différence de couleur, il y en a qui inventent des raisons pour se tirailler les uns les autres. Ils sont tribalistes. Et puis, il y a d'autres qui viennent dans des familles où ils disent qu'ils sont des humanistes. Bien, donc, aujourd'hui, nous allons voir que tout ça n'est pas un hasard. Et il existe ce qu'on appelle des malédictions familiales, des malédictions dans les familles. Bien, je vais faire un petit disclaimer, n'est-ce pas, attirer ton attention sur le fait que, ici, il ne s'agit pas de donner toutes les fautes ou tous les problèmes que tu rencontres dans ta vie à ta famille. Beaucoup de choses qui nous arrivent sont liées à notre propre libre arbitre, au choix que nous faisons dans la vie. Par exemple, tu peux choisir de ne pas travailler. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ils ne veulent pas travailler, avoir une vie de débauche. Il y en a qui ont une vie de débauche. Être aigri, malhonnête. Ils savent que ce n'est pas bien, mais ils persistent là-dedans. C'est des choix. Donc, on ne va pas tout attribuer à la famille. Parce que lorsque c'est un cas isolé, ça n'a rien à voir avec la famille, avec la malédiction familiale. C'est ton propre choix. Donc, revenons à ce que j'étais en train d'énumérer au début, n'est-ce pas? Où on dit que dans telle famille, il y a tel problème, telle caractéristique.
Donc, tous ces traits que nous avons cités, que j'ai cités, ces traits différents de différenciation des caractéristiques qui font la spécificité de chaque famille. Toutes ces choses ont un lien qui puise son origine dans les racines profondes. C'est des racines spirituelles profondes de chaque famille. Ce sont des expériences que ton âme, délibérément, a choisi de venir vivre dans cette incarnation. Lorsque tu entres dans certaines familles, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Donc, si tu es né dans la famille où tu te trouves aujourd'hui, c'est un choix que tu as fait, n'est-ce pas? C'est la famille qui te convient parfaitement parce qu'elle est en harmonie avec ton contrat d'âme. Donc, c'est ta famille de contrat, c'est ta famille contractuelle sur le plan spirituel. Donc, quand on arrive dans cette famille, nous allons hériter de certaines qualités. Par exemple, l'intelligence, la beauté, les biens matériels, le statut social. Comme je disais au début, il y en a qui naissent dans des familles riches, d'autres dans les familles pauvres. Mais aussi, tu vas hériter des maladies, par exemple, de la pauvreté, par exemple, des pactes que tes aïeux ont signés à un moment donné de leur histoire et des malédictions familiales. C'est ce qui nous intéresse là, dans cet enseignement. Ces malédictions, ces choses qui sont lourdes, c'est des charges, c'est des poids que nous trimballons durant notre vie et qui sont parfois difficiles à porter. Ce n'est pas qu'une affaire de tradition, de mystique, de spirituel. Il y a le grand psychiatre Carl Jung, le psychiatre suisse, qui a parlé d'inconscient collectif. C'était sa façon à lui de modéliser, d'expliquer ces choses-là. L'inconscient collectif, c'est une sorte de réservoir partagé d'expériences différentes d'une collectivité humaine. Ça peut être un clan, un groupe familial, etc. Donc, l'inconscient collectif, c'est un réservoir partagé d'expériences des membres de cette collectivité. Des traumatismes familiaux ou des croyances peuvent être inscrits dedans, dans cet inconscient collectif. Et ces traumatismes ou ces croyances peuvent se transmettre comme des mémoires, mais des mémoires donc psychiques via un modèle que lui il a nommé les archétypes, n'est-ce pas? Bon, Carl Jung parlait aussi du patrimoine psychologique hérité. C'était un psychiatre. Et lorsqu'il dit ça, il dit que des blocages ou des schémas répétitifs, des choses qui se répètent, peuvent être associés à une lignée familiale. Et ces choses-là vont influencer le comportement des descendants, n'est-ce pas? Donc, la question des malédictions familiales, n'est-ce pas? Certaines, lorsqu'on traite ces sujets-là, ces malédictions-là, certaines sont faciles à détecter, ces malédictions. Et puis d'autres sont plus difficiles à déceler. Mais nous les portons de génération en génération. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un ouvre les yeux. Un membre de cette famille, il les reconnaît clairement, c'est la première étape, et décide de les rompre. Donc, je vais te parler de pour que tu comprennes bien cette notion de malédiction familiale, je vais te parler de quelques malédictions, de schémas répétitifs à travers des familles célèbres que tout le monde connaît, dont la plupart des gens ont entendu parler. La première famille, c'est par exemple la famille Kennedy. Kennedy, c'est une dynastie américaine, on a tous ce nom en tête, qui a été marquée par une série de tragédies
sur plusieurs générations. Par exemple, des décès prématurés, bien sûr, certaines dues à des maladies, d'autres à des accidents ou à des morts par assassinat. L'un des exemples les plus connus, c'est John Fitzgerald Kennedy. C'était le 35e président des États-Unis en 1961. Il fut élu et il est mort brutalement, assassiné. Jusqu'aujourd'hui, il y a des films qu'on fait là-dessus. On essaie de comprendre comment il a été assassiné, n'est-ce pas, en 1963. Avant déjà son assassinat, il avait perdu un fils par hospitalisation, maladie grave, réanimation, etc. avec sa femme. Bien. Lui, il va être assassiné. C'est John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis. Son frère, son petit frère, le numéro 2, Robert F. Kennedy, qu'on appelait aussi de son pseudo Bobby. Il était candidat indépendant à la présidentielle et le soir de sa victoire aux primaires, il avait fait des primaires. Vous savez comment se passent ces élections aux États-Unis. Il y a des étapes et après les primaires qu'il avait remportées en Californie, il va être assassiné par un Palestinien. Boum, ça c'est le deuxième frère, Robert. Donc John est décédé par assassinat, il était président. Son frère Robert, assassiné encore par un Palestinien alors qu'il était en train de monter, il venait de remporter des primaires en Californie. Et il y a un autre frère, le troisième, Edward Kennedy. Lui, il était sénateur américain. Et on le voyait déjà comme un candidat possible encore à la présidentielle aux États-Unis. Là, on est 10 ans après le décès de l'autre. On est en 1972. Et Edward, à son tour, va être impliqué dans un accident bizarre. On dit que c'est une histoire aujourd'hui controversée parce que, en fait, il y a une jeune femme qui était ce jour-là avec lui, Mary Jo Copegne, et qui est décédée dans cet accident. Bien. On continue. Il y a encore, toujours dans la même famille des Kennedy, il y a John Fitzgerald Kennedy Jr. cette fois, le fils de l'autre. Lui, il va mourir dans un accident d'avion, un crash, n'est-ce pas? C'est pourquoi, quand on analyse tout ce contexte, vous allez entendre parler de la malédiction des Kennedy pour désigner cette succession d'événements tragiques qui vont frapper cette famille. Il y a dans les grandes familles, parce que on les connaît mondialement, c'est des familles qui se sont fait remarquer soit par la politique, soit par la fortune. La famille Onassis. Onassis, bon, en deux mots, Onassis, c'est une famille grecque d'origine. Et ils vont devenir riches parce que, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu fabrication de beaucoup de bateaux pour permettre notamment aux Américains de venir vers l'Europe où il y avait le grand champ de bataille contre les Allemands. Donc il y a eu beaucoup de bateaux qui avaient été fabriqués, l'industrie navale était très prospère et puis vous imaginez, après la guerre, il y a un surplus de bateaux qui ne sert plus à rien. Donc qui ne sert plus à rien, du coup ils sont là presque abandonnés et Onassis, lui, il détecte une chose, c'est que les Américains et beaucoup de soldats, même les Africains, étaient venus en Europe par exemple. Donc ils ont vu, les populations avaient pris l'habitude de voyager, d'aller découvrir d'autres cultures, d'autres repas, etc. Et donc il se dit forcément il y aura des échanges qui vont se faire entre continents, entre pays, et le bateau va être très utile. Donc il achète tous ces bateaux-là. Et il devient un milliardaire, n'est-ce pas? Puisque d'abord, il les achète, vu qu'il y avait le surplus, personne n'en voulait, lui il les achète, et quand l'activité qu'il avait prévue, c'est ça être visionnaire, se produit, eh bien lui, il commence à gagner de l'argent et il entre dans les grandes familles, les armateurs, et qui sont des milliardaires.
Les Onassis, ils ont connu plusieurs tragédies. Puisqu'ils étaient au devant de la lumière, on s'intéresse à leur histoire. Il y a donc celui qui a démarré cette fortune-là, c'est Aristote Onassis. Donc Aristote Onassis, lui, il a parmi ses enfants un fils unique, un garçon, qui s'appelle Alexander. Alexander va mourir dans un accident d'avion. Vous imaginez, tu imagines la douleur d'un papa qui construit un empire et dont l'héritier disparaît comme ça lors d'un accident d'avion. Sa fille, Christine, Onassis toujours, elle va lutter pendant des années contre des problèmes de poids et va tomber de temps en temps dans des dépressions, etc. Donc des problèmes psychiques. Et finalement, elle va mourir aussi très jeune d'une crise cardiaque. Une autre famille qui est aussi citée lorsqu'on fait l'analyse des malédictions familiales, c'est la famille Hemingway. Bon, moi, quand j'étais au lycée, il y a un livre qu'on lisait, c'était Le vieil homme et la mer. C'était écrit par Ernest Hemingway. La famille du célèbre écrivain, donc Ernest Hemingway, a aussi été marquée par plusieurs suicides. D'abord, lui-même, il s'est suicidé en 1961. Au moment où il écrit ce livre-là, il est isolé, ou plutôt il a quitté le monde occidental pour aller dans les Caraïbes. Je pense que ça se passe à Cuba. Et là, lui, il va se suicider. Sa petite fille, Margot Hemingway, elle aussi, qui était aussi très célèbre, va se suicider. Là, c'est à peu près plus de 30 ans après. On est en 1996. Par ailleurs, il y a d'autres membres de la famille qui ont aussi également souffert de troubles mentaux et, comme on dit, des comportements destructeurs dans la lignée d'Ernest. Donc, ce n'est pas des choses que j'invente, c'est des choses que ceux qui font ces études des malédictions familiales recensent, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est des familles célèbres. Maintenant, toi-même, si tu scrutes dans ta famille, c'est-à-dire si tu observes dans ta famille, tu arriveras peut-être à trouver des choses qui se répètent, mais des choses négatives. C'est pourquoi on parle de malédiction. Si c'est des choses positives, tant mieux, n'est-ce pas? Donc, quand il y a malédiction, c'est qu'il y a une charge négative et qui gêne les gens, qui amène des conséquences négatives. Donc, si tu regardes de génération en génération, depuis l'arrière-grand-père, il est mort de quoi? Est-ce que son fils ou son petit-fils, et encore parfois ça saute une génération, est mort dans les mêmes circonstances, alors là, tu dois te poser des questions, n'est-ce pas? C'est pour cela, par exemple, que en général, on voit dans certaines familles que personne, mais du grand-père au père, au petit-fils, personne n'a une bonne situation financière. C'est comme si la pauvreté se transmettait de génération en génération. Comme je l'ai dit au tout début, que par exemple, les femmes ne se marient jamais dans ces familles-là. Même celle qui va se marier, parfois, son mari va mourir et elle va se retrouver veuve, comme les autres. Et donc, on parle dans ce cas de malédiction parce que c'est quelque chose, un schéma qui se répète de génération en génération. Donc, il y a d'autres familles, elles sont réputées pour être violentes, bagarreuses. Et là, personne ne veut vraiment les côtoyer, n'est-ce pas? Donc, ce cycle qui se répète de génération en génération, c'est une forme de malédiction familiale. Malédiction familiale. Donc, je ne parle pas ici de cas isolés où on va dire, voilà, on t'a jeté un sort ou c'est le mauvais œil d'une vieille sorcière dans ton village ou qui te maudit, etc. Je parle bien des choses qui se perpétuent sur plusieurs générations. Je ne parle pas non plus, comme je l'ai dit au début aussi, de cas isolés, des gens qui décident eux-mêmes, alors que toute la famille a une situation financière. Lui, il décide du jour au lendemain de vivre une vie modeste et limite pauvre, que c'est la faute de la famille. Non. On parle de malédiction familiale. Rappelle-toi de l'exemple de Kennedy. Lorsque vraiment il y a cette forme de
transmission, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une énergie négative qui s'est installée dans la lignée familiale et qui se répète successivement. Parfois, ça saute une génération, mais la même chose revient, n'est-ce pas? Donc c'est là où il faut commencer à s'inquiéter. Moi, je sais par exemple que du pays d'où vient ma mère, il y a des familles pour lesquelles on s'inquiète. Personne ne veut aller se marier dans cette famille. Et on le dit, on dit, ne va pas te marier dans cette famille. C'est pour cela qu'avant, le mariage n'était pas qu'une affaire de coup de foudre. Comme aujourd'hui, tu vas dans une boîte de nuit pour certains, tu entres dans une application, il y en a plusieurs de rencontres, où tu vois l'apparence, l'aspect physique, et puis tu plonges là-dedans, tu te maries. Avant, c'était une affaire de famille, parce que les familles se connaissaient. Il y avait des histoires de famille, et il y a des choses qui n'étaient pas compatibles. Il ne fallait pas se marier avec telle personne. Malheureusement, il y a des gens qui, je parlais tout à l'heure de cette famille, il y a des gens qui, bon, je ne vais pas citer la famille, mais il y a un membre de ma famille qui s'est marié dans une famille où, en fait, les femmes, au début, quand elles se marient, elles sont amoureuses. Et avec le temps, alors c'est moi qui dis elles sont amoureuses, mais en tout cas, elles veulent se marier. Elles vous font croire qu'elles sont amoureuses. Et il y a un schéma qui se répète, c'est qu'avec le temps, elles changent. Elles deviennent comme des sortes de mantes religieuses qui dévorent le mari petit à petit au niveau psychologique, l'isole, évite qu'il ait des contacts avec les membres de sa famille et lui mène la vie dure à l'intérieur du foyer. Donc, mais lorsqu'on aime, c'est des choses qui arrivent surtout aujourd'hui où les gens exercent leur liberté, on parle de liberté, et ne se préoccupent pas de ce que la famille leur raconte. Donc, ces hommes-là se retrouvent toujours dans le même schéma. Et ce n'est pas un seul homme. On le retrouve chez Paul, qui s'est marié là-bas, chez Pierre, qui est d'une autre famille, mais qui s'est marié dans cette famille et qui vit là, le même calvaire. C'est là où on parle de malédiction familiale. On dit attention lorsque tu vas te marier là-bas, n'est-ce pas? Donc, ce type de schéma, c'est ce qui nous amène à parler réellement de malédiction familiale. Okay. Un autre cas aussi, c'est les gens qui donnent les noms des aïeux sans se renseigner, sans comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette grand-mère ou cette arrière-grand-mère, comment est-ce qu'elle a vécu, quel drame est-ce qu'elle a connu. Okay. Et aujourd'hui, quand on fait de la psychogénéalogie, on regarde ces éléments-là, de quoi est-ce que, par exemple, tu souffres de tels troubles, de tels problèmes, et on commence à t'interroger, alors, ta maman, est-ce qu'il y a ces cas dans ta famille, et la grand-mère, etc. Et là, petit à petit, les langues se délient, parce que tu poses des questions, tu fais de la recherche, et là, tu découvres qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta famille, n'est-ce pas? Mais bon, mais rassure-toi, comme je t'ai dit, à la fin, je vais te donner une méthode. Mais la première chose, c'est que tu poses bien le diagnostic, que tu comprennes exactement de quoi nous sommes en train de parler. Est-ce qu'il s'agit de ce que nous appelons les malédictions familiales? Est-ce que tu entres dans cette catégorie? Si le diagnostic est bien posé, alors maintenant, on peut passer à ce que je t'ai promis, c'est-à-dire comment tu vas transformer cette malédiction en quelque chose de moins nocif ou de pas nocif du tout. Et là, on parle de libération. Comment tu vas te libérer de cette malédiction? Donc, la première étape, c'est d'identifier la malédiction. Est-ce qu'on parle dans ta lignée de maladie, de célibat, d'isolement, donc des gens qui à un moment ont tendance à rester solitaires, isolés, etc., de pauvreté, de suicide, de troubles psychiques, etc., etc. Donc, la première chose, c'est les identifier. La deuxième chose, c'est l'accepter. Parce que tu peux l'avoir identifié, mais rester dans le déni. La deuxième chose, c'est l'accepter. Alors, je l'ai bien repéré.
oui, c'est un problème, je veux m'en débarrasser, j'accepte que c'est un problème. Et la troisième étape, une fois que tu l'as accepté, c'est maintenant, en quelque sorte, tu vas reconstituer ta famille. Tu vas la reconstituer pour ceux qui ont un arbre généalogique. Tu vas reprendre l'arbre généalogique avec les photographies de tes ancêtres. Si tu n'as pas de photo, tu marques le nom, que ce soit un nom traditionnel, un nom moderne, etc. Tu le marques sur un papier. Okay? En quelque sorte, tu reconstitues l'écosystème familial, n'est-ce pas, ta généalogie. Et bien sûr, dans cet écosystème, tu n'oublieras pas de mettre ta photo ou tes photos ou ton nom, surtout ton nom, parce que tu vas faire le travail. Donc, maintenant, comment tu vas faire pour commencer à te libérer de ces malédictions? Je vais t'apprendre une technique qu'utilisent les chamans, n'est-ce pas? J'ai été en Amérique latine, j'ai été dans les cultures africaines, j'ai vu ce qui se passe. Les principes, c'est toujours les mêmes. C'est des principes ancestraux. Et ceux qui les utilisent, ils vont, les faire en fonction des problèmes que rencontre leur communauté, leur inconscient collectif, leur clan, leur tribu. Et on remarque en général que c'est toujours à peu près les mêmes pratiques. Que vous alliez en Inde, que vous alliez en Amérique latine, en Afrique, les éclairés vont toujours chercher les solutions au même endroit, dans le monde astral. Et ils les ramènent pour résoudre les problèmes que rencontre leur population. Bien. Donc, comment on va faire? Avant, on utilisait des récipients comme les calebasses, on faisait des trous et on mettait l'eau dans la terre, etc. Bon. Moi, ce que je te propose, c'est de prendre un matériau noble qui a toujours été, c'est le verre, le cristal, un type saladier. Par exemple, là je te montre un, ok, comme ça. Alors voilà un saladier, tu peux le prendre, mais tout récipient en cristal si possible. Ok. Dans ce récipient, tu vas mettre de l'eau. Une fois que tu as mis de l'eau, tu vas le poser devant ces photographies et ces noms que tu as marqués sur les bouts de papier. Et à ce moment, donc tu as tes papiers là, tes noms, tes photos, donc en quelque sorte ton écosystème familial, et il y a l'eau qui est là dans le bassin, dans la bassine, dans le récipient, et tu vas plonger tes mains dans le récipient, dans ce petit récipient d'eau là. Et tu vas fermer les yeux et commencer à faire des respirations profondes. N'est-ce pas? Tu dois en faire au moins 5 respirations profondes. Pourquoi? Parce que tu dois entrer en toi. Tu dois entrer en toi. Tu dois être dans cette concentration, cet esprit de revenir à l'intérieur de toi, parce que ce n'est pas une affaire extérieure, c'est une affaire intérieure. Et là-dedans, les yeux fermés, après avoir fait cette respiration, tu vas, en ayant les mains dans l'eau, tu vas ressentir la souffrance, le poids que cette malédiction engendre dans ta famille, les problèmes que cette malédiction crée dans ta famille. Et là, tu vas te mettre à laver les mains dans cette eau. Tu laves les mains, tout doucement. C'est pas frotter pour créer des flaques d'eau, non. Tu laves tes mains, un peu comme si tu les masses. Tu masses, tu tournes les mains, n'est-ce pas? Et tu vas répéter, pendant que tu le fais, tu vas répéter des phrases. C'est des choses simples, c'est logique. Ok? Tu vas par exemple te dire que, puisque tu le fais pour tout ton écosystème, pour toute ta lignée, tu vas dire pour tous les membres de ma famille ou de mon clan qui ont vécu cette malédiction. Et tu cites la malédiction. Par exemple, je ne sais pas, telle maladie, telle souffrance psychique, le célibat, tu vas les citer, ce que tu as identifié. Il y a des familles où il y a la stérilité. Il y a des familles où des enfants meurent en bas âge.
Il y a des familles où il y a des allergies bizarres qu'on ne comprend pas. Okay? Donc d'abord, c'est identifier le problème. Et tu vas dire pour tous les membres de ma lignée, de mon clan, de ma généalogie qui ont vécu telle malédiction, tu la cites. Okay? Et tu vas poursuivre, tu dis, en honorant tous les membres de ma lignée. Tu vas les honorer, n'est-ce pas? Tu n'es pas en train de les blâmer, en train de les critiquer, dire oui, c'est de votre faute. Non, tu as compris le problème. Tu l'as accepté. Et eux, ils n'avaient peut-être pas la solution pour s'en débarrasser. Toi, tu l'as aujourd'hui. Okay? Donc, tu vas les honorer en honorant tous les membres de ma lignée, de ma famille, de mon clan, en acceptant la douleur et la souffrance que cela leur a causé. Okay? Je me nettoie. Je me nettoie. Okay? Tu passes tes mains dans l'eau et j'efface avec amour cette malédiction. Et tu la récites, la malédiction. Tu la récites. N'est-ce pas? Et tu dis, je me libère de cette malédiction. Je me libère de cette malédiction. Comme un acte, toujours, comme un acte d'amour pour moi et pour toute ma descendance. Parce que si tu ne t'aimais pas toi-même d'abord, tu ne le ferais pas. Mais tu le fais pour tes descendants, toute ta descendance, tes enfants, tes petits-enfants qui vont venir. Mais toi, tu as fait le travail, n'est-ce pas? Donc, tu vas le dire comme un acte d'amour pour moi-même et pour toute ma descendance. Et encore une fois ici, nous voyons la puissance de l'amour. L'amour est un grand médicament. Okay? Donc, quand tu as fini de répéter cette phrase, là, à ce moment, tu vas arrêter de te laver les mains, tu vas retirer les mains de l'eau et tu vas terminer en disant merci, merci, 3 fois, hein, comme on a l'habitude de le faire ici. Merci, 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 univers, car tu m'as entendu. C'est là la puissance de la manifestation, c'est-à-dire tu l'envoies à l'univers avec toute l'émotion que tu as fabriquée, que tu as créée. Tu vas envoyer ça à l'univers. Et maintenant, le quand est-ce que l'univers va te répondre? Quand est-ce que l'univers va t'aider à réparer tout ça? Ça ne dépend plus de toi. Mais toi, ce qui dépend de toi, c'est l'émotion, l'énergie, la foi que tu as mis dans ton acte. Maintenant, alors, quand tu vas retirer tes mains là, de l'eau, si tu sens une lourdeur, quelque chose de lourd, alors là, je te conseille, ça veut dire que la charge est lourde. Donc, dans ce cas, je te conseille de répéter ce rituel plusieurs fois. Je peux te dire 14 jours, 21 jours, 30 jours ou 7 jours. Ça dépend du problème que tu veux traiter dans ta famille, dans ta lignée, dans ta descendance. Et tu sentiras que le problème est en train de partir lorsque, en enlevant les mains de l'eau, tu te sentiras plus léger. Tu sentiras les mains légères. Pas de lourdeur en toi, n'est-ce pas? Alors ça veut dire que cette malédiction qui était lourde au fur et à mesure s'est allégée et que l'univers est en train de faire le travail avec toi. C'est là la différence, je le dis à tout le monde, c'est que la différence entre nous qui avons cette dimension spirituelle, c'est que nous savons une chose, c'est que notre corps n'est pas constitué que du corps physique, que du corps matériel qu'on voit, mais qu'il y a d'autres corps qu'on appelle les corps subtils. Mais ça, je l'enseigne dans mon cours que je suis en train de vous préparer. Okay? Et que le travail qu'on fait ne doit pas se limiter qu'au corps physique. C'est les mains que tu plonges, mais en réalité, ce qui s'est transmis n'est pas que au niveau physique, au niveau charnel. Il va à d'autres dimensions. Bon, j'espère que je t'ai aidé avec cet enseignement sur les malédictions familiales et que tu, apprendras à bien reconnaître les malédictions familiales qui gênent dans ta famille, que tu vas l'accepter et puis, troisièmement, que tu feras ce rituel pour commencer à t'alléger toi et alléger ta descendance. C'est très important, la phase 2 qui est l'acceptation
de cette maladie parce que je vois, il y a des familles où, par exemple, il y a certains troubles et tout le monde met le déni là-dessus. C'est comme un sujet tabou. Ça s'appelle d'ailleurs les tabous dans les familles. Donc, les 3 étapes, c'est reconnaître, accepter et ensuite se défaire de ce problème-là. Lorsque le diagnostic est bien posé, alors le traitement qu'on va mettre en place va correspondre au traitement. Voilà. J'en ai terminé. Je remarque aussi que beaucoup me regardent, mais ne s'abonnent pas à la chaîne. Et c'est un peu dommage parce que c'est une façon de ne pas être dans la réciprocité. La loi du donner et du recevoir. Tu reçois, la moindre des choses, c'est de soutenir la personne qui a pris son temps pour t'apporter cet enseignement. Je ne t'ai pas demandé autre chose. Donc, abonne-toi et partage cet enseignement parce que c'est des choses qu'avant, on ne donnait pas comme ça, mais qu'aujourd'hui, grâce à cette ère du Verseau, j'en parle toujours, on peut maintenant libérer sans avoir des complications liées à d'autres choses, notamment des gens qui vont s'en prendre à nous, ceux qui vivaient de ça, ceux qui gardaient leur autorité sur la base de ces choses. Mais aujourd'hui, le monde est libéré. En cette ère du Verseau, le monde est libéré. Donc, partage. Bien. J'en ai terminé. Je te dis comme d'habitude, vraiment, tout ce que je fais, c'est avec amour. Donc, je t'aime parce que toi, tu es très spécial et je t'aime. J'aimerais que tout aille pour le mieux dans ta vie, que tu sois vigoureux, que tu aies confiance en toi, que ta vie, tu es ici pour manifester une vie positive, que ta vie aille en s'améliorant. Que celui qui renouvelle les mondes, comme tu le sais déjà, que celui qui renouvelle les mondes, n'est-ce pas, soit toujours la source de ton inspiration. Qu'il soit la source de ton inspiration. Parce que moi, pour faire ce que je fais, je me remets toujours à cette source. Inspire-moi et j'attends que tu fasses la même chose. N'est-ce pas? Que si tu as un doute, tu te remets à la source, à l'univers et tu lui dis, je suis dépassé, aide-moi, renouvelle mon imagination, mon intuition, mon inspiration. Sors-moi de la situation où je suis pour m'amener à une autre situation. Voilà, j'en ai terminé. C'était ton ami José Bert sur ta chaîne Fédéralitude, la communauté, et je te donne rendez-vous à dimanche prochain. À bientôt.